Eh bien salut à toutes et à tous pour cette vidéo spéciale chez Ludopod. Je reçois un nouvel invité. Salut Géraud, merci d'être venu. Salut Ludo. Euh, Merci à toi de m'avoir accueilli, hein. eh bien on va parler comme le logo l'indique sur la vidéo de Warhammer 40 000. Pourquoi, pourquoi on est rassemblés? Ben en fait, tu fais partie du groupe sur Facebook qui s'appelle Black Library France, donc on va en parler un petit peu Exactement. en introduction. Moi-même, bah, crapahute un petit peu sur le groupe. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert ce groupe exactement? Globalement, c'est un groupe Facebook qui regroupe les fans de la Black Library édition française, parce qu'en fait, donc, la Black Library étant une maison d'édition, ils éditent des livres à la fois en anglais et en français pour l'univers de Warhammer, que ce soit Age of Sigmar ou Warhammer 40 000. Et finalement, ça a regroupé depuis maintenant, ça existe depuis pas mal d'années, et ça a regroupé une bonne communauté de fans qui était assez présente sur différents forums il y a quelques années. Et puis maintenant, ça fait déjà, je crois, 10 ans que le groupe Facebook existe. Je sais plus, il faudrait que je vérifie. Mais voilà, un groupe Facebook qui permet de regrouper les fans. Donc il y a des discussions sur les romans, des retours sur les romans. Après, il y en a certains qui cherchent des livres, des conseils, des choses comme ça. Voilà, voilà. C'est très sympa. Donc ça permet d'échanger des doubles ou de la revente Ouais, exactement aussi. à prix Ouais, ouais, réel, on va dire. ouais. Donc Ah, on va dire, exactement. ça sera l'objet du débat qu'on vous réserve en fin d'émission. Et puis bah, justement, le sujet principal, c'est qu'on a monté ensemble avec Géraud un petit top 10 de ce qu'il faut lire pour l'univers de Warhammer 40 000. Bah, je te laisse te présenter en quelques mots, c'est freestyle, c'est Ouais, comme tu veux. bien sûr. Vas-y. Et donc moi j'ai commencé, c'est assez simple, hein. J'ai commencé à m'intéresser à Warhammer. Alors c'est assez étonnant, mais pas du tout avec du Warhammer 40 000. C'est-à-dire que j'ai commencé avec du Old World. Ouais. Donc c'était avant le Age of Sigmar et j'avais en fait eu, alors que j'étais pour le coup très très jeune et c'était pas du tout adapté à mon âge. J'avais 8 ans je crois ou quelque chose comme ça ou 9 10 ans peut-être. J'avais une boîte de nains et quand on a cet âge-là, peindre des miniatures, sachant qu'il n'y avait pas la peinture incluse, monter des figurines, etc. C'est pas trop son truc, quoi. Quand on est jeune, on comprend pas trop comment ça marche. Et là, je me suis dit, bon, ça a l'air quand même intéressant. Déjà, à l'époque, j'étais un grand, grand lecteur et je me disais, est-ce qu'il y a des livres à aller chercher? Et c'est là où je suis tombé sur, à l'époque, c'était la bibliothèque interdite Ouais, des livres. exact. C'était pas encore la Black Library. Et j'ai commencé en lisant 2 romans. Ouais, exactement, ouais, exactement ça. Bon, c'est à Et l'envers, hein, je suis désolé. oui, ouais, mais non, c'est très bien. Et j'ai commencé en lisant mon premier roman Warhammer 40 000 a été Déluge d'acier de Graham McNeill et qui était aux éditions de la Bibliothèque interdite. Et après, le deuxième roman où j'ai un peu attendu parce que ça m'était un peu sorti de la tête, j'étais reparti un peu sur des lectures Star Wars. Et le deuxième roman avec lequel aussi, qui m'a bien lancé là-dedans, c'était Le Monde de Rin de Steve Parker, au roman Space Marine Battle, sorti initialement en 2010, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est à l'époque où je l'avais acheté. Et donc sur le groupe Facebook, tu es devenu un peu, si j'ai bien compris, le référent des lectures. C'est vrai qu'en fait, je me suis passionné pour ça Ouais. et toutes les sorties, que ce soit anglophones ou des sorties francophones, c'est pas que je connais par cœur, mais ouais, je m'y intéresse. J'ai dans mon calendrier, j'ai toutes les sorties et dès qu'il y en a un qui me plaît, bah, je le lis. Bon, alors j'ai essayé pendant beaucoup d'années de vraiment tout lire, tous les livres. Au final, maintenant, je trouve que ça devient quand même plus difficile. Bon, on en parlera peut-être, mais je Ouais. trouve que la qualité de l'écriture des romans a quand même un peu baissé. Et donc aujourd'hui, je me sens un peu moins galvanisé par les nouveautés. Et en fait, il y en a carrément que je lis pas. Et voilà, c'est un peu dommage, bon, c'est comme ça. Mais on a eu du très très bon et c'est comme ça que je me suis lancé. Et c'est vrai que j'aime bien être. Je suis vraiment passionné de la Black Library, quoi. C'est assez amusant. Sujet un peu de niche, mais très très intéressant. Alors je vais faire une petite incartade justement parce que tu m'as donné envie de ressortir une vieillerie. Donc je vais dans la bibliothèque pendant 3 secondes. Et Ouais, ouais, bien sûr, vas-y. pour vous montrer ça. Ah bah ouais, Donc ça, c'est ouais, moi j'ai ouais, commencé par là avec Warhammer ouais. en 89 quand il est sorti. Le bouquin était tellement gros que bah, il m'a fait envie. Je l'ai feuilleté. À l'époque, ça se vendait en librairie. Bah, Bah encore le, maintenant, ils le Furet, vendent ouais, des. le Bah, Furet pour pas le nommer. Puis encore maintenant, effectivement, vous ouais, pouvez trouver les dernières versions.
Et puis j'ai commencé pareil comme toi le vieux monde en fait grâce au jeu de rôle parce que moi c'est surtout le jeu de rôle que je pratique. Et Ouais. puis après j'ai quelques années, beaucoup d'années plus tard, j'ai découvert les figurines. J'ai essayé de constituer une armée, j'ai peinturluré comme un malade des Necrons par exemple, des Space Marines Ouais. aussi. J'en ai quelques-unes là dans la vitrine là, Ouais, derrière bah, moi. ouais, je vois. Moi, j'en ai Euh, pas montré malheureusement. J'en ai non pas. mais Enfin, et j'ai ce un que char de l'Eridus, mais pas plus. ouais, moi ce que je voulais dire en fait, c'est que justement, il y a les figurines chez Games Workshop dans l'univers Warhammer 40 000 hein, qui est génial. On va en parler justement, c'est le sujet du jour. Il y a les figurines qui sont géniales parce que bon, sur le marché c'était encore les leaders. Bon, ils sont en train de se faire concurrencer à chaque fois, mais ça reste quand même un des leaders de la figurine. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un plaisir de les monter. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. C'est un plaisir de les peindre quand on a le temps. Ouais, exactement. Ouais. Jouer, c'est devenu ça devenait difficile. Moi, je jouais plutôt à Kill Team, donc qui était de l'escarmouche en fait, Ouais, pas ouais, sur bah, bien sûr. l'échelle armée complète. Donc, j'ai jamais eu l'occasion de jouer à Warhammer réellement. Parce que c'était aussi le confinement, donc je m'y suis intéressé juste avant le confinement, et puis voilà, ça a un peu tué le truc pour faire des parties. Et puis je me suis mis au roman en même temps, et là je me suis dit, c'est génial quoi. Leur univers, Ouais, bah, c'est une ouais, il est société tellement complexe. qui capitalise sur son univers, ils ont raison, parce que leur fond de commerce c'est l'univers, et ce qu'on retient, c'est franchement les romans. Là, bon, j'en ai un en vue, là je vais m'y mettre prochainement, je sais pas ce qu'il Ah vaut. bah, très très bon. Je Ouais, pensais, ouais, si, si, bah, je vais ouais, en parler, je vais en celui-là, parler. je l'ai pas encore lu, donc je pense que je vais l'attaquer. Et puis je suis tombé sur, comme tout le monde était encensé par l'hérésie d'Horus, j'ai lu aussi, je pense, 8 ou 10 tomes presque de l'hérésie d'Horus. Et c'est vrai que c'est une vraie tragédie, j'ai limite une tragédie romaine Ah ouais, ouais, bah, ouais. portée dans l'espace quoi. Donc ça je te Ah ouais, c'est laisserai très confirmer, théâtral. mais Ouais. voilà, ça donne Non, mais vraiment envie. c'est quelque chose, ouais, c'est un peu, bon, ça se reflètera un peu dans mon top 10, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je préfère presque parfois quand je lis un roman d'Hérésidorus, alors que je sais que la série, dans son entièreté, elle est assez critiquée parce qu'il y a des livres de très bonne qualité et des livres, on va dire, médiocres ou vraiment mauvais. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment effectivement une tragédie dans le sens que, bah, Ouais. autant, en fait, 40K, c'est ce qu'ils appellent le grim dark, il n'y a plus aucun espoir. Autant, je trouve, c'est pour ça que j'aime beaucoup les Résidorus, c'est il y a un peu, quand on lit les livres, il y a encore ce sentiment d'espoir, on peut encore le faire. Mais en fait, c'est un peu la mort de l'espoir par rapport au rêve de l'empereur, etc. Et je trouve ça assez tragique, et c'est vraiment ça qui me plaît dans ces livres-là, des Résidorus. Alors aujourd'hui, on vous a concocté un top 10 justement pour orienter vos lectures. Si vous connaissez pas l'univers ou si vous avez commencé à lire des choses, l'idée c'est qu'on vous entraîne vers le meilleur en fait de ce qui a été écrit. Et puis j'ai été surpris parce que tu m'as partagé cette liste Ouais, de sélection. Et ça sort vraiment des sentiers battus, là je tenais à le dire, parce que c'est pas un top 10 consensuel qu'on c'est aurait pas pu voir ailleurs. facile. Mais Et donc je vais te laisser un peu la main là-dessus. Donc on va commencer par le numéro 10. On le fait à l'envers, bien sûr. Donc ouais, c'est Valdor, la naissance Val de d'Or. l'Imperium. Ouais. Donc ça Et c'est... alors, Qu'est-ce qui Alors s'y pourquoi il est passe? dans le top 10? C'est bon, alors je pense que ce qui a un peu joué, c'est que c'était un roman qui était très attendu par la communauté. Alors quand je parle de communauté, je parle pas nécessairement de la communauté française, mais vraiment de la communauté de fans de Warhammer 40 000 en termes de lecture. Parce qu'on savait depuis un certain temps, quand la série Horus Heresy Primarch, les petits bouquins de 240 pages qui partent une fortune, on savait qu'il allait y avoir une autre série, Horus Heresy Characters, et Valdor allait être un des personnages traités. Et Alors qui effectivement, est-il? qui est-il? Il est, oui, effectivement, petite présentation quand même s'impose. C'est le capitaine général des Custodes, et donc un peu, si vous voulez, autre que Malcador, c'est un peu le bras droit de l'empereur aussi, en quelque sorte. Et en fait, ce qui est très intéressant avec ce bouquin, si vous voulez, c'est le point de départ de l'Imperium. C'est vraiment, tout est dans le titre, c'est la naissance de l'Imperium. On est de mémoire à la fin des guerres d'unification, donc c'est même avant la partie de la Grande Croisade et avant les Résidorus.
Et je trouve que ça donne très très bien le ton pour comprendre un peu ce qu'est l'Imperium, la bureaucratie de l'Imperium, comment ça marche, le fait que personne n'est très honnête, parce que bon, sans rien vous spoiler, ça va pas dans le sens de tout le monde l'histoire. Mais non, je recommande vraiment pour ceux qui s'intéresseraient un peu même avant. Ils ont commencé les risques d'Horus et ils aimeraient savoir ce qui se passe un petit peu avant. Ça vaut le coup. Et en plus, c'est écrit par Chris Wright. Ouais. Et que dire de cet auteur? Enfin, c'est un auteur qui est apprécié de beaucoup de monde et il n'a pas déçu avec ce bouquin-là. Honnêtement, très bon. Après, donc, il y a la trilogie Sombre Imperium. Donc, c'est une trilogie de 3 bouquins qui commence avec Sombre Imperium, après Sombre Imperium, Guerre et Peste. Et le dernier, j'ai le titre en anglais qui est Godblight, mais en français, je ne saurais même pas dire le nom en français. Je suis désolé du troisième opus. Mais bref, ça c'est une très bonne trilogie pour un petit peu. Je la conseillerais même aux débutants pour débuter dans l'univers, parce qu'en fait, c'est tout autour du retour de Gilliman, le Primarque, et ça touche tous les sujets. C'est-à-dire qu'on a du Space Marine, de ce qu'on appelle du bolt porn, donc des scènes d'action avec du bolter, des combats, des choses comme ça. On a aussi l'Ecclésiarchie, on a aussi les sœurs l'Adeptas Sororitas. Enfin, tout est touché dans ces sujets-là. Il y a le chaos aussi. Et ça donne un petit peu, ça permet d'être à jour par rapport à l'univers de Warhammer 40 000, parce que jusqu'à cette trilogie, avant le retour de Gilliman, on était quand même coincé dans ce qu'ils mettent en avant-page. C'est une guerre éternelle. L'univers avance pas réellement. C'était toujours en 999.M41, donc le dernier millénaire. Enfin, c'est là on avance vraiment et c'est très, très bonne surprise. Ok. Donc la trilogie en entier, Sombre Imperium. Ouais, vraiment, je recommande fortement. Après, Lucius, la lame exemplaire. Alors là, je pense que beaucoup de personnes vont se poser une question en voyant celui-là, parce qu'il est vraiment pas très... il est rarement discuté, que ce soit sur les forums français ou même anglophones. Personne n'en parle, mais je trouve que ça rejoindra très, très bien le premier que j'ai mis dans cette liste. Mais grosso modo, c'est, si vous voulez, un peu des Space Marines du Chaos, voir comment ils fonctionnent. En l'occurrence, c'est sur les Emperor Children, donc la 3e Légion. Le personnage principal étant Lucius. En fait, ce que j'aime bien, c'est surtout l'écriture de Ian Saint-Martin. Je sais pas pourquoi, mais j'accroche énormément. Je sais qu'il y en a d'autres, c'est pas le cas. Mais il a vraiment, pour moi, c'est un de ceux qui comprend le mieux justement cette ambiance grimdark dans les romans Warhammer. Et c'est difficile, je vais pas trop en parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais si vous voulez vraiment, si vous voulez comprendre l'ambiance Warhammer 40 000 et avoir des frissons dans le dos, c'est un roman, un one-shot. En plus, il se lit en one-shot, c'est-à-dire que c'est pas une trilogie. Je recommande aussi vivement celui-là. Alors c'est marrant parce que je parle de trilogie, mais pour avoir discuté avec l'auteur, initialement, ce roman était prévu, si ça marchait bien, il aurait pu avoir une trilogie. C'est-à-dire un Lucius tome 2 et un Lucius tome 3. En fait, c'est comme ça avec beaucoup de livres Warhammer, j'en parlerai un peu plus longuement. Mais typiquement, Game Workshop demande à un auteur un livre, où c'est l'auteur qui pitch le livre à Game Workshop, c'est plus rare, à la Black Library. Et si le livre marche bien en termes de vente, là, ils vont revenir vers lui et lui dire « Ah bah, tu peux me faire un deuxième, etc. C'est trop bien. » C'est comme ça que ça marche, en fait. Okay. Et malheureusement, il y a des séries qui s'arrêtent au numéro 1, et là, c'est un peu le cas. Numéro 7. Après, la lance de l'empereur. Alors, comment ne pas mentionner Aaron Dembski-Bowden? Ouais, très très bon. Alors lui, ça m'a mis aussi un peu une claque. Ça reprend un peu les codes de sa trilogie Night Lord, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on reconnaît. Sans trop spoiler, il y a des personnages humains qui sont souvent en fond de cale dans des vaisseaux. C'est un peu la même chose dans les deux livres, enfin dans la série, parce que c'est une trilogie, la trilogie Night Lord. Et la lance de l'empereur. Mais là, pareil, c'est un très bon roman pour se mettre à la page avec tout ce qui est Primaris, les nouveaux Space Marines qui ont été intégrés avec le retour de Gilliman.
Et voilà, non, c'est vraiment C'est l'histoire un. d'un. Je l'ai pas encore lu, mais c'est l'histoire d'un chapitre qui est éloigné dans la galaxie, c'est ça? Ils Ouais, sont un petit exactement. peu isolés et à part de tout ce qui se Complètement, ouais. passe. Hmm. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'évidemment, il reprend plusieurs chapitres de son univers qu'il a créé lui-même, comme par exemple les Celestial Lions, qui étaient présents dans, je crois qu'ils sont dans l'omnibus Armageddon. C'est ceux qui sont réputés dans le lore pour s'être fait tuer entre guillemets par des orques, alors que c'est plus ou moins l'Inquisition. C'est souvent, enfin les fans en parlent souvent de ce chapitre-là. Mais donc du coup, c'est un peu connecté à ça. Et puis il y a évidemment tout le côté Primaris. Il y a le côté comment on fait quand on est maintenant que l'Imperium est coupé en deux avec l'Imperium Nihilus de l'autre côté, avec la grande faille qui sépare. Ce roman il se passe de l'autre côté de la grande faille. C'est très intéressant de savoir comment ça se passe, comment ils sont isolés. Enfin, vraiment, je recommande. Ok. Et après, on a au-dessus. Alors, on a aussi oui, Prétorien de Dorne. Alors lui, c'est donc si on passe dans l'hérésie d'Horus. Prétorien de Dorne, donc très très bon livre de John French. Globalement, ça vous présente la 20e Légion, l'Alpha Légion, versus les Imperial Fists. Les Imperial Fists, bon, tout le monde les connaît à peu près, j'imagine. Enfin, c'est une légion renommée, alors que l'Alpha Légion peut-être un peu moins. Et je trouve que French, dans ce livre, écrit vraiment bien l'Alpha Légion. Enfin, j'avais lu avant, évidemment, bon, les gens lisent Légion, qui est le tome 7, si je dis pas de bêtises, de l'Hérésie d'Horus, de Danadette. Ouais, exactement. Et alors, celui-là est souvent il est excellent. C'est sûr que Légion est très bon. Mais Prétorien de Dorne permet d'avoir un autre angle de vue sur l'Alpha Légion qui est, je dirais, qui est pas meilleur, mais qui est tout aussi sympathique. C'est vraiment, pour moi, c'est deux styles différents. Chaque auteur a sa vision des choses, de l'Alpha Légion et comment elle fonctionne. Et les deux sont vraiment très appréciables. Et non, vraiment, lui, je recommande aussi très, très, très vivement. Après, qu'est-ce que je pourrais pour ajouter de plus, c'est que ça se passe juste avant. Ce qui est bien aussi, ça sert d'introduction. Ce roman peut servir d'introduction euh, à la série du siège de Terra, qui est la fin de l'hérésie d'Horus. Voilà, on peut passer de Prétorien de Dorne à la guerre solaire. Alors je fais une petite parenthèse parce que moi j'ai essayé Ouais. de lire effectivement dans l'ordre les volumes de l'hérésie d'Horus. Et puis je l'ai pas sous. Si je peux l'avoir sous la main, bougez pas. J'ai dû m'imprimer carrément une charte pour, Ouais, la charte. pour savoir dans quel ordre il fallait les lire. Enfin, je sais pas, c'est à l'envers ou à l'envers. Voilà, tous les romans La et charte du savoir Black. à Je crois quel que c'est la charte moment, du Black Cabré. ouais, à quel moment les points sont cruciaux, quel volume on peut se dispenser de Bien sûr. lire, etc. Et c'est quand on arrive là-dedans, on est béotien, ouais, c'est, on a besoin de ça quand même pour s'y retrouver, quoi. C'est, Ouais, non, mais je comprends. Moi, ce que j'ai fait, c'est que, bon, alors la charte, c'est vrai que la charte est, je crois que c'est donc le Black Librarian qui l'avait faite, c'est la 3.0, je sais plus. Je sais qu'il travaille, je crois, sur une 4.0, peut-être qu'elle est déjà sortie, je me suis pas renseigné. Mais moi, je me suis fait ma propre charte, en fait, tout simplement. ouais, Parce que, en fait, même malgré cette charte, je trouve qu'il y a pas mal d'arcs qui vont se spoiler. Ce qui, en fait, je me suis dit dans ma tête, ce que je préférais avoir, initialement, c'était le déroulement de l'hérésie d'Horus de A à Z, euh, en prenant qu'une seule légion. Parce que si on s'amuse à aller chercher, je veux lire ce qui se passe avec l'Alpha Légion, les Night Lords ou je sais pas quoi, ouais, bah forcément les livres ils s'entrecoupent, etc. Et puis d'un côté ça spoil, d'un côté ça spoil pas. On peut être vite ouais, c'est perdu. compliqué. Et donc je me suis dit, bah, autant faire une liste de lecture par légion. Et donc j'en ai fait plusieurs d'ailleurs, je peux la poster sur quelque part si jamais ça intéresse les gens. Mais du coup, j'ai fait des listes de lecture par légion en ordre chronologique pour avoir le déroulé de l'hérésie d'Horus. Mais c'est vrai que c'est ultra complexe ce truc. Initialement, ils n'auraient pas dû partir sur 54 livres. Je crois que c'était initialement prévu pour être une dizaine de livres. Au final, ça a tellement bien marché. 54 livres plus tard, on en est là, quoi. Et plus le siège de Terra. Ouais. Et encore, c'est pas terminé, après ce que j'ai compris, quoi. Ouais, ça vit encore, c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est une saga qui peut grossir, continuer à grossir en fait. Ok, Ouais. je ferme la parenthèse, on en reparlera peut-être en fin Oui, d'émission. bien sûr. Et on passe au numéro 5, Et après, c'est Apocalypse. ouais, de Josh Reynolds. Alors là, bon, là, c'est un parti pris. Enfin, je suis un gros fan aussi de Josh Reynolds en tant qu'auteur.
indépendamment de son travail Warhammer, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que Apocalypse, donc c'est un roman qui est sorti dans la série Space Marine Conquest. Et la série Space Marine Conquest était une série qui avait pour but de remplacer la série Space Marine Battles, mais avec les Primaries. C'est Black Library qui s'est dit on va rebooter ça, sauce Primaries, donc Space Marine Conquest. Au final, ça s'est complètement cassé la tête parce que l'auteur qui devait écrire le livre sur la Raven Guard, donc la 19e Légion, enfin 19e chapitre, s'est pris la tête sur Twitter pour des raisons politiques. Bref, il s'est fait évincer de Black Library. Et donc, ça a mis fin à cette série Space Marine Conquest. Mais Apocalypse, c'est vraiment ce que j'attendais parce que ça reprend un petit peu, ça fait avancer en fait l'histoire des World Bearers, donc la 17e Légion, dans le temps présent de Warhammer 40 000, après le retour de Guilliman, et un peu leur réaction face au nouveau Marine Primaris. Non, vraiment, je m'attendais à rien avec celui-là, et puis j'ai été très agréablement surpris. Donc ouais, moi juste en one shot, en plus il n'y a pas d'histoire courte à lire avec ou quoi, juste un one shot, très très bon. Par contre, j'en parlerai après peut-être plus tard, mais vu que Josh Reynolds ne travaille plus avec la Black Library maintenant depuis quelques années, évidemment pas de suite avec ce livre, donc voilà. Mais voilà, non, et après, donc alors là, donc c'est enfin une série de livres qui n'est pas Space Marine centrée, on va dire, enfin Space Marino centrée. C'est la trilogie des Archives Interdites, qui est une trilogie de l'Inquisition de Chris Wright. Alors moi, c'est ce que je préfère dans Warhammer 40 000, c'est la faction Oui. que je préfère. C'est l'Inquisition et puis la Death Watch aussi. C'est le truc le plus prenant, on va dire, dans les récits, selon moi. J'ai beaucoup apprécié aussi la trilogie de Dan Abnett avec Eisenhorn, Ravnor, etc. Mais je trouve que, je sais pas pourquoi, alors que beaucoup, je pense, mettraient le travail de Dan Abnett au-dessus du travail des Archives Interdites. Et ben moi, j'ai une grosse préférence pour les Archives Interdites. Je trouve que ça apporte, si on cherche à connaître Terra, vraiment Terra en tant que planète, comment ça marche, comment l'Imperium fonctionne. 10 000 ans après les Résidorus, à la fin du 41e millénaire, c'est vraiment c'est génial. Enfin, et puis l'histoire même, sans rien vous dire, elle est assez exotique. Le plot est assez intéressant. Et ce que j'aime bien aussi, c'est une des grandes raisons pour lesquelles je l'ai mis celui-là, enfin cette série plutôt, c'est qu'à la fin, la trilogie est conclue, c'est-à-dire que c'est terminé. Ce n'est pas un livre où, parce qu'il y a beaucoup de livres Warhammer, c'est un peu le problème, où les personnages à la fin on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent, ça reste très ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, l'auteur se laisse la possibilité de faire encore un autre livre, encore une autre suite, si ça marche bien, si ça permet de vendre plus de miniatures, plus de livres, etc. De toute façon, il ne faut pas oublier que Game Workshop recherche quand même principalement le profit, que ce soit en termes de figurines ou de livres. Donc ça, et là, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une vraie conclusion. On part d'un point A à un point B sur 3 livres. Il y a aussi pas mal d'histoires courtes qui vont avec et des audios. Mais globalement, très très bonne série sur l'Inquisition, différente de Dan Abnett. Voilà, si vous aimez l'Inquisition, être un peu dans un univers un peu plus petit, vu que ça se passe presque exclusivement sur terrain, allez-y. Voilà. Après, bon. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je te laisse terminer sur le 4e. Oui, non, parce qu'après, bon, évidemment, trilogie Fabius Bile, bon là, celle-là est très connue. Je pense que c'est celle qui a fait la réputation de Josh Reynolds, en tout cas pour l'univers 40K, parce qu'il a fait d'autres livres aussi qui sont très réputés pour AOS. On peut expliquer qui est Fabius Bile, peut-être? Oui, bien sûr. Bon, Fabius Bile, docteur Mengele du truc, quoi. Exactement. Non, mais c'est Fabius Bile, donc il est introduit, je crois, pour la première fois dans un codex, un vieux codex qui a été repris ensuite par Graham McNeill dans son roman Fulgrim ou les Résidorus. Et ce personnage n'avait jamais été développé au 41e millénaire. Et donc là, en fait, Josh Reynolds a dit, il y a une très bonne interview qui est disponible sur YouTube d'ailleurs, je crois qu'il en parle avec un YouTuber anglophone. Et c'est lui qui a pitché plus ou moins cette idée de Fabius Bile à Game Workshop en leur disant qu'est-ce qui se passe avec ce personnage
de l'univers qui est quand même assez connu, C'est au le 41e savant millénaire. fou de l'univers, quoi. Ouais, exactement. Et puis en fait, il est dans beaucoup de romans de mémoire. Il est dans la série Blood Angels de James Swallow. Il apparaît un peu partout. Il a toujours été présent dans les codex. Et là, c'était l'occasion d'avoir quelques romans vraiment à propos de lui. Et c'est vraiment, c'est machiavélique. Enfin, alors là, pour le coup, je pense que pour certains, faut un peu s'accrocher. Parce que même graphiquement, âme sensible peut-être s'abstenir un petit peu. Enfin, après, je dis ça, mais c'est Warhammer 40 000, donc on s'y attend un petit peu. Mais non, mais là, c'est aussi un petit bijou. Enfin, après, ça revient avec l'écriture de Josh Reynolds de façon générale. Il a réussi à rendre un personnage qui a été décrit en quelques lignes de codex, il n'avait pas nécessairement, bon, il est présent dans Fulgrim de McNeill, mais il n'avait pas nécessairement la part belle. Enfin, c'était un personnage, on va dire, secondaire, voire très secondaire. Et là, il est vraiment personnage principal, il y a tout un monde autour de lui. C'est, si vous voulez, du chaos au 41e millénaire sans passer par la trilogie Nightlord. Je dirais que c'est là qu'il faut passer, il faut rentrer par là aussi. Et ce que j'aime bien aussi avec cette trilogie Fabius Bile, j'en parle pas, mais c'est que c'est très lié avec ce qu'on appelle la guerre des légions. La guerre des légions étant, c'est pas les Résidorus, mais c'est en fait les événements après la fin du siège de Terrain, les World Eaters et la Légion Noire, la Black Legion et les empereurs Children essayent plus ou moins de se massacrer. Globalement, je sais pas si on aura une vraie série de livres là-dessus, mais c'est très lié avec les autres livres d'Aaron Dembski-Boden, qui sont la Griffe d'Horus, la Légion Noire. Je sais pas si tu les as lus, mais ils sont liés avec ça. La trilogie Fabius Bile est aussi liée. Il y a beaucoup de références avec Lucius, la lame exemplaire, qui était un peu plus bas dans mon top 10. Donc tous ces livres-là en fait touchent ce qu'on appelle plus ou moins la guerre des légions, et c'est très 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 sympathique aussi à lire. Et là, ça en plus, je pense que cette trilogie-là, c'est une trilogie que j'ai lue vraiment d'une traite, une des trilogies que j'ai lues le plus rapidement, sachant qu'il faut savoir que le tome 3 n'a jamais été traduit en français. Parce que Josh Reynolds, ayant arrêté de travailler avec la Black Library a dit stop, on arrête de traduire son travail. Il avait fait beaucoup de travail pour les Résidorus, notamment avec les boucliers noirs, ce qu'on appelle les Black Shields, jamais traduit en français. Ce sont des audios à la base, mais jamais mis par écrit, des choses comme ça. Ce qui est très dommage. Je désespère pas qu'un jour on aura le 3e tome qui s'appelle en anglais Manflayer. Pour ceux qui arrivent à lire l'anglais, vraiment, je recommande aussi, lisez-le parce que ça apporte une conclusion à cette trilogie et c'est fantastique. Honnêtement, génial. Okay. Après, on a encore une autre trilogie. En fait, à chaque fois, c'est presque 3 livres. C'est presque un top 50 à ce rythme-là. Mais la trilogie Nightlord, bon. Pourquoi les Nightlords, justement, pourquoi ce chapitre cette faction? Alors c'était quand la trilogie Nightlord est sortie à l'époque, en fait c'était assez marrant parce que tout le monde se moquait des Nightlords, mais il y avait tellement peu de contenu à part le roman Nightlord de je sais plus comment il s'appelle, il avait été édité chez la Bibliothèque Interdite, je sais plus quel est son auteur, mais c'est le premier roman Nightlord. À part celui-là, on n'avait vraiment pas de contenu sur cette légion. On savait pas trop ce qui se passait avec eux dans 40K. On savait qu'ils avaient été potentiellement présents lors de l'hérésie d'Horus, etc. Et là, Aaron a réussi à vraiment dresser le portrait des Nightlords de façon j'allais dire sublime, mais c'est vraiment un bon roman de science-fiction, et je dirais même de science-fiction militaire. C'est-à-dire qu'on ressent vraiment l'aspect militaire des choses. C'est un roman qui a beaucoup plu chez les anciens vétérans, ceux qui sont allés au front, etc., surtout dans l'armée américaine et l'armée britannique. Aaron Dembski-Boden disait dans ses interviews que c'est là où il a eu le plus de retours positifs, c'est que les mecs disaient ah mais ce roman on adore parce que ça nous fait penser à nous quand on était sur le front, dans nos opérations. C'est vraiment ça.
Donc ouais, moi je recommande surtout pour apprendre à connaître les Night Lords, qui sont quand même une légion, on va dire, très... comment je pourrais dire ça? Vu que c'est quand même globalement une légion qui joue sur la peur, tout ce qui est terrorisme, bah, ces personnes, les gens sont pas très intéressés, ils se disent ah bah ouais, non mais ça c'est les malades de l'univers. Je vais peut-être pas aller aussi loin, lire les plus fous de l'univers, etc. Mais finalement, ils sont rendus assez humains dans cette trilogie. Je sais pas si toi tu l'as vu de ton côté. Non, non, pas du tout. Bah, je découvre effectivement cette critique sur cette trilogie et tout le monde n'en dit que du bien, effectivement. Donc Ouais. si je tombe dessus, ouais, je mettrai la main dessus, mais là je l'ai pas dans la bibliothèque, non. Il y a quelques, bon, c'est vrai qu'il y a quelques critiques, on va dire, en termes de physionomie de Space Marine, parce que au début, vu que c'était, donc ça a été écrit en 2009, 2010, 2011, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être 2012 aussi. Et avec, il y a quelques petits trucs qui ont gêné les lecteurs. Enfin, je spoilerai rien, mais au début, dans le premier roman, en termes de Space Marine, les Space Marines sont décrits parfois d'une façon un peu trop humaine, peut-être. Et peut-être de façon un peu trop irréaliste. Et c'est ça qui a un peu fait tiquer les gens. Mais à part ce petit point noir, Hmm. grosso modo, tout le monde a enfin, beaucoup de personnes ont adoré cette trilogie. Il y en a beaucoup qui ont commencé à s'intéresser à l'univers Warhammer 40 000 grâce à cette trilogie. Et, Ok, donc ça peut être un point d'entrée et... selon toi, ouais. Ouais, Sur ouais, ça peut être carrément un point d'entrée. ça marche. Top 1, on y va? Et alors là, top 1, alors là, je pense que c'est bon. Alors, c'est un roman de l'hérésie d'Horus, Fulgrim. Alors là, par où commencer? Parce que, alors donc, évidemment, donc l'hérésie d'Horus, c'est une série qui a eu un énorme succès pour Game Workshop et la Black Library. J'en parlais, je disais ça tout à l'heure, mais 54 livres au total, sans compter le siège de terrain. Et je trouve que Fulgrim, alors j'aurais pu mettre potentiellement le premier, deuxième, troisième livre de l'hérésie d'Horus, qui tourne un peu autour d'Horus pour le coup et de sa légion. Mais même si ça sert d'une bonne introduction à l'hérésie d'Horus, ces trois romans, j'ai trouvé que Fulgrim était encore plus complet parce que on touche à la fois à la période de la Grande Croisade et puis on va vraiment vers cet événement qui est le massacre du site d'atterrissage qui est Isvan 5. Ouais. Et c'est vraiment, en fait, c'est un peu le point d'orgue de l'hérésie d'Horus, quoi. Bah, Et et aussi, moi j'ai trouvé que c'était super bien écrit, c'est sur le démon qui s'immisce dans Fulgrim, quoi. oui, Franchement, c'est écrit comme une tragédie grecque ou romaine, je sais pas. exactement, ouais. Et, Ouais, je suis d'accord avec toi, ce volume, bon, ok, il faut lire la trilogie de départ, ça c'est essentiel, mais ce volume-là, ouais, il fait mal, quoi. Le volume charnière dans ce qui se passe sur cette saga, ouais. Effectivement. et, euh, et c'est vrai, bon, alors je suis un peu biaisé parce que du coup, niveau KO, moi j'aime bien tout ce qui est Emperor Children. Je pense que c'est ma légion préférée niveau KO. Donc là, Graham McNeil en traite évidemment. Mais au-delà de ça, non, je trouve qu'il explore aussi ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une légion pas très connue, enfin les Iron Hands qui sont connus mais sans plus. Ce bouquin en traite très bien aussi. Je trouve que c'est un des livres qui traite bien la relation de frères entre Primarch. Mm. C'est-à-dire qu'il y a d'autres livres qui en parlent dans les Résidorus évidemment, vu que c'est un peu une guerre de fratrie. Mais celui-là fait vraiment, je trouve, il explore bien les deux côtés des deux frères. Voilà, le seul regret que j'ai avec ce livre, c'est que je trouve qu'il aurait pu être encore un peu plus long. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais ouais, là, c'est après, bon, aussi parfois, j'ai entendu dire peut-être âme sensible, un peu s'abstenir, parce qu'il y a des passages dans le livre. Ouais, il y a un peu de passage Euh, sanguinaire, ouais. que voilà, il y a un passage en question qui est le passage du tableau. Ouais, c'est ça. Qui voilà qui peut choquer un petit peu, mais après c'est un peu la touche de Graham McNeil parce qu'en fait maintenant il faut savoir que la Black Library produit une vraie série, enfin pas une vraie série, mais il y a enfin si on peut appeler ça on appelle ça en français, j'ai le mot en anglais, mais il y a une vraie catégorie Warhammer Horror qui existe depuis quelques années, je sais pas, je dirais peut-être 5, 6 ans par là, je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais avant ça, en fait, c'était Graham McNeil qui avait l'objectif d'instiller un maximum d'horreur, entre guillemets.
dans les romans Warhammer 40 000, parce que lui-même trouvait que c'était pas assez horrible. Et ça se ressent aussi dans quelques passages de ses romans sur les ultramarines avec Uriel Ventris. Mais là, je trouve que Fulgrim, c'est vraiment l'apothéose un petit peu de ce côté-là. Et moi, c'est vrai que c'est un côté qui me plaît beaucoup. Alors bon, certes, c'est un peu gore, c'est un peu peut-être même tiré par les cheveux, mais c'est ça aussi qui fait le charme de Warhammer 40 000 et en l'occurrence de l'Hérésie d'Horus. Yes, on avait Donc mis voilà. quelques mentions spéciales également. Ouais, effectivement, il y a quelques Alors, mentions spéciales parce que j'ai pas pu tout mettre, lesquelles? mais effectivement, le tome 1, exactement, Fulgrim, je le mettrais ex aequo avec Légion aussi de Dan Abnett. Pareil, parce que là, Alors ça. celui-là, je l'ai lu également. C'est Ouais, c'est une lecture qui demande ouais, d'être... faut accroché, s'accrocher, attentif. Ouais, ouais, d'être très attentif. C'est en fait c'est un roman d'espionnage plutôt. ouais, Enfin, exactement. et là-dedans, il y a, alors je vais te poser la question justement. L'auteur introduit, alors Dan Abnett, on présente plus, c'est chez Marvel, Exactement. c'est celui qui conduit la destinée des Gardiens de la Galaxie et aussi de Thanos maintenant, donc c'est pas n'importe qui en termes d'écriture côté comics, on va dire, et donc il fait pas mal de, il fait plein de romans à succès pour Games Workshop. Et celui-ci, il introduit une faction qui s'appelle la Cabale. Alors j'espère que je ne vais pas trop Ouais. spoiler, mais est-ce que cette cabale existe vraiment dans d'autres romans? Est-ce qu'il y a une suite? Enfin, on se dit waouh, à la fin, ouais, il y a une super conspiration en fait, mais est-ce qu'il y a une suite à ça quelque part? Ouais, il y a une suite en fait qui est regroupée dans plusieurs autres romans qui sont pas nécessairement de l'Hérésie d'Horus d'ailleurs. C'est un Ouais. sujet qui est repris dans l'univers de 40 000. De mémoire, le livre qui en parle le plus, qui est un livre de l'Alpha Légion évidemment, c'est le livre Sons of the Hydra de Rob Saunders, qui est paru en 2017 si je dis pas de bêtises et qui malheureusement n'a jamais été traduit en français. Voilà, ce qui est un peu dommage, mais en fait, ils reprennent un peu le sujet, ils en parlent. Et, euh, et ouais, non, c'est aussi Légion, c'est vraiment un roman, c'est effectivement, comme tu dis, un roman d'espionnage. Je sais Mm. plus qui faisait la comparaison dans une des communautés en disant que c'était presque même le James Bond, un roman de James Bond pour les Résidorus. Et c'est vrai que c'est assez véridique. Et mine de rien, c'est aussi le roman qui permet de poser les bases de ce qu'on appelle, ce que les fans appellent le Dan Abnett verse. Parce que mine de rien, ces auteurs de la Black Library aiment bien constituer leurs propres petits univers au sein de Ouais. l'univers général. Et là, on se rend compte, si on veut apprendre, si on veut lire, je pense, les autres livres de Dan Abnett, que ce soit dans l'Hérésie d'Horus, notamment la fin du siège de Terrain, on est obligé de passer par Légion. Si on lit pas Légion, je pense qu'on a un peu de mal à comprendre les tenants et les aboutissants de certains romans. Ok. Ensuite, tu avais mis Félon également en mention spéciale. Ouais, Félon d'Aaron Dembski-Boden, aussi très très bon, parce que là, je sais pas si toi tu l'as lu, mais ce qui m'a le plus plu dans ce livre, c'est la relation entre Argeltal, qui est introduit initialement dans le premier hérétique, qui est un World Bearer, et Karn, qui est très connu, qui est un World Eater, qui est le champion de Khorne et le bras droit d'Angron, le primarque de la 12e Légion. Et c'est cette relation en fait de frère qu'il y a entre les deux qui est très intéressante. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ce livre permet un petit peu de donner, comment je dirais ça, d'explorer un petit peu ce qui se passe avec les ultramarines après le massacre de Nonofir. Là, je sais plus le titre en français, parce que moi j'ai les titres en anglais. Ce qui est je sais plus quel livre c'est. Enfin, c'est celui avec la bataille de Kals, tout simplement, où les ultramarines sont pris au dépourvu par les World Bearers. Et ben, c'est une suite, en fait, typiquement, c'est une suite D'accord. à ce livre-là. Et non, très très bon aussi. On comprend vraiment aussi le personnage d'Angron, Angron qui malheureusement n'a pas été beaucoup exploré ou peut-être pas assez par les différents auteurs de la Black Library. Là, on comprend vraiment comment il fonctionne. Et c'est très intéressant. Je dirais même qu'il y a certains passages qui sont même émouvants. Donc c'est pour dire. Ouais. Celui-ci aussi, bon, désolé, c'est toujours à l'envers, un millier de fils. Non, non, mais un millier de fils. Que j'aime beaucoup aussi de Graham McNeill. Lui, il a une place un petit peu dans mon cœur parce que c'est grâce à lui
que la série Hérésie d'Horus est apparue au New York Times Bestseller. Ah oui. Normalement, c'est marqué sur la couverture, si je dis pas de bêtises. Bah là, j'ai Tout en l'ancienne bas, il version doit y avoir... Ah oui, de la bibliothèque interdite. Mais effectivement, sur la ouais. plupart Il des y a autres livres, effectivement, c'est ouais, écrit voilà, plus de 2 millions exactement. d'exemplaires vendus à chaque fois. Et en, et en fait, c'est assez marrant parce que c'est à cette époque, donc c'était 2010-2011, c'est-à-dire qu'il y avait, tout le monde attendait l'espèce de duologie qui allait être entre Un millier de fils et Le sac de Prospero de Danadette. C'est-à-dire que c'était ces deux livres qui se suivent, qui racontent l'histoire En des Space miroir, Wolves. on va dire. Ouais, exactement. Mm. Qui suivent l'histoire des Space Wolves et des Thousand Sons au moment du sac de Prospero. Et c'est vrai que tout le monde attendait ça. Pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est qu'initialement, Danadette devait écrire le livre sur les Thousand Sons et Graham McNeill devait écrire le livre sur les Space Wolves. Au final, quand ils ont échangé, quand ils étaient en train d'écrire les brouillons, ils se sont dit non mais attends, c'est toi qui dois écrire celui sur les Thousand Sons, c'est toi qui dois écrire. Ils ont inversé et je trouve que le résultat est très très bon, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. Alors une petite préférence pour Un millier de fils parce que justement c'est lui qui a permis à cette série d'être introduite au New York Times. Ouais, non mais là aussi. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est, si vous aimez les Space Marines, mais que vous aimeriez qu'il y ait un peu plus de magie entre guillemets, un peu plus d'événements psychiques, des choses comme ça, vraiment. Et puis une légion qui Bah, restait. c'est la persécution, quoi. Tout le long du roman, Oui, c'est ça. Ils sont persécutés et à la fin, ça pète oui, forcément. c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que encore une fois, ça correspond assez bien à Fulgrim, c'est que c'est aussi un roman très tragique. Ouais. Si vous aimez bien tout ce qui est tragique, lui, il est pas mal. Encore deux. Titanicus Titanicus, ouais, de voilà. Danadette, ouais. Titanicus, un classique, je dirais très bien pour entrer dans l'univers de Warhammer 40 000, qui parle de l'Adeptus Titanicus. Donc, ce sont les énormes titans Ah, qui servent de machines de guerre. perso, c'est ce que j'aime le moins dans l'univers. Ah ouais? Ouais, les gros mechas là, ça m'attire pas en fait. Je sais pas. Ouais, Je c'est préfère marrant. les Space Marines qui sont sur le terrain, façon ambiance platoon, etc. Qui, comme tu le disais dans les autres romans, bah, ils sont humains et voilà, face à la guerre, Ouais, bah ouais. voilà, c'est tragique. Tandis que de mettre un gros robot sur le champ de bataille, bon, ouais, ok. Ouais, Mais ouais. voilà, Non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Ce que j'aime bien avec ce roman, c'est que c'est vraiment ce qu'on pourrait dire, c'est vraiment un classique. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui aimerait rentrer dans l'univers de 40 000, même s'il y rentre par la voie des titans, ça reste une très bonne introduction. Voilà. Et après, en Et dernière t'as un position, on aspect a Guerre et chevalerie Peste. dans les titans là. Moi j'ai lu j'ai Oui, lu d'autres romans où en fait ça parlait des titans, mais il y a tout oui. un ordre Aussi, il y a les chevaleresque, chevaliers. il y a Oui, bien des sûr, oui. écuyers, etc. Et ouais, c'est un petit peu de la C'est vrai que moi, fantaisie transposée, transposée dans l'univers. ouais, carrément. Oui, j'en ai pas parlé parce que quand moi, Chevalerie et Warhammer 40 000, je pense directement, par exemple, aux Space Marine, les Dark Angels. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a tout un côté chevaleresque aux Légions de Titans. Et d'ailleurs, on a les Knights, enfin les chevaliers qui sont en dessous des Titans, qui font partie de l'Adeptus Mechanicus Ouais. aussi. Et non, donc voilà, très bonne introduction. En plus, je crois que de mémoire, c'est un roman quand même qui est ni trop court ni trop long. Je crois qu'il a la taille parfaite, si je dis pas de bêtises. Ça fait longtemps que je l'ai lu maintenant celui-là, mais j'en garde toujours un très bon souvenir. Et en dernière position, pour les mentions spéciales, on a Guerre et Peste de Guy Halley, qui fait partie de la trilogie Sombre Imperium, qui est le deuxième roman de cette trilogie. Et initialement, lui, je voulais le mettre en dur, en fait, dans la liste et un peu plus haut. Parce que, alors, dans cette trilogie Sombre Imperium, qui peut donc aussi servir d'introduction, le premier roman, voilà, il met les choses en place, où est-ce qu'on en est dans l'univers, le Primarque est ressuscité, des choses comme ça. Mais avec Guerre et Peste, on apprend un peu plus sur les événements de la fin du 41e millénaire, et notamment surtout sur Nurgle, la Death Guard. Je sais pas si tu aimes bien cette légion-là Un peu moins niveau aussi, ouais, classe. Mais on en apprend beaucoup. Enfin, je dirais qu'avec un autre roman de Chris Wright qui s'appelle Les Seigneurs du Silence, qui suit une warband de Nurgle, Guerre et Peste aussi permet
de faire une bonne introduction pour la Death Guard, sachant qu'il y a aussi quelques passages qui vous donneront des frissons. Il y a un passage, bon je ne spoilerai rien, mais ouais, il y a des passages un peu graphiques qui sont très très amusants. Enfin, amusants, on s'entend. Mais voilà, non, très bien. Et puis ce qui est la force de Guy Hallet, en fait, c'est il écrit très bien les personnages humains. C'est sa grande force. Et là, on a le frère Mathieu dans cette série-là de trilogie Sombre Imperium. Le frère Mathieu qui est un des personnages principaux et qui est très très bien écrit. En fait, c'est un peu la vision de l'ecclésiarchie qui va à l'encontre des préceptes de Guilliman, qui ne voit pas en fait l'empereur comme un dieu, mais plutôt comme son père, vu qu'il a passé du temps avec lui pendant la Grande Croisade, etc. Et donc en fait, cette trilogie, c'est vraiment l'opposition entre les fanatiques religieux et quelqu'un de plus terre à terre qui vient de se réveiller et qui essaie de s'en sortir, quoi. Donc voilà, Ok. voilà. Eh bien, merci pour ce top 10. Alors, comme on disait, ça sort des sentiers battus parce que vous pouvez voir d'autres top 10 sur le net ou dans d'autres vidéos, etc. Ben, celui qu'on vous a présenté Ouais, aujourd'hui est vraiment différent, c'est je un peu trouve. rien à voir. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que bon, alors certains, je pense que ce qu'on peut me dire, c'est que c'est très Space Marino-centré. C'est vrai que ce qui m'a toujours intéressé dans cet univers Warhammer 40 000, c'est bon. Alors certes, il y a des humains très intéressants, des personnages humains très intéressants et des histoires humaines très intéressantes. Mais je suis pas là pour lire l'histoire d'un humain lambda, quoi. C'est un univers tellement exceptionnel. T'as envie d'être là en mode ah bah non, mais je veux lire à propos des guerriers surhumains, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ces gars-là? C'est tellement incroyable. Donc voilà, donc c'est effectivement beaucoup de Space Marine, un petit peu d'Inquisition avec la trilogie des Archives interdites, que je recommande chaudement. Lucius, la lame exemplaire, bon, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais voilà, très très bon pour les Emperor Children, qui reprend beaucoup de thèmes qui sont initialement introduits par Graham McNeill dans Fulgrim pour les Résidorus. Et puis Lucius, c'est un personnage que tout le monde déteste, donc c'est toujours drôle de lire les personnages qu'on n'aime pas, entre guillemets. Voilà, après, Valdor, très bonne introduction sur l'Imperium de façon générale. Voilà, après, après évidemment, bon, donc si ce top 10 aurait pu être encore plus généreux, parce qu'il y a des livres de partout. Ouais. Mais même s'il y a des livres de partout, en tout cas sur le marché français, on arrive quand même à avoir des problèmes d'approvisionnement de livres qui malheureusement, c'est un sujet de discussion sur le groupe Facebook de la Black Library France qui revient non-stop. C'est-à-dire que on aimerait bien commencer dans cet univers-là, acheter un livre, et puis on en achète un, et puis on se dit ah mais c'est génial, je veux acheter un deuxième livre, et puis là c'est la suite de ma série que j'ai commencé. Je vais sur le Bon Coin, c'est 110 balles le livre, c'est 120 balles le livre. Et là, on commence à s'arracher les cheveux. Alors Et c'est vrai que c'est un peu pourquoi moi aussi je regarde un peu sur le marché secondaire, le moindre livre, c'est, allez, le plus petit prix que j'ai vu, c'est 20 euros. Donc déjà, on les achète 15 ou 17, on les revend 20. Et après, oui, comme tu dis, ça grimpe à 30, 40 souvent, 50. Et des fois, on est dans des délires, effectivement, où on dépasse la centaine d'euros pour un seul exemplaire, quoi. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que, bon, initialement, il faut savoir que la Black Library, quand ils ont commencé à sortir, bon, initialement, alors là, je parle fin des années 90, la Black Library, c'était une maison d'édition initialement pour des bandes dessinées. C'est pas de romans. C'est-à-dire que le premier contenu Warhammer 40 000 qu'ils ont sorti, c'était des bandes dessinées. Ouais. Et après, ils sont mis à sortir des livres. Et notamment, ça a pris de la vitesse avec les Résidorus et les 3 premiers des Résidorus qui sont sortis qui ont commencé en 2006. Et donc, ils ont commencé à sortir leurs livres. Après, ils ont fait du Warhammer 40 000, tout ça. Et le truc, c'est qu'ils ont vu que, ils imprimaient en petite quantité. Et ils ont vu que les gens, en fait, n'étaient pas dérangés tant que ça de payer des fortunes après sur le marché secondaire pour acheter des livres. Et donc, ils voient pas ça, en fait, ils voient pas ça comme un problème. Et d'un autre côté, ça leur a permis de créer des éditions limitées. Je sais pas si tu as vu ça, les versions anglaises des livres, mais beaucoup des livres ont des versions limitées, comment ils appellent ça aussi, des special editions, qui sont des très beaux livres, généralement plus que cartonnés, enfin ils ont une couverture spéciale, trucs comme ça.
Et en fait, c'est côté anglophone. Nous, de notre côté français, on s'arrache les cheveux en se disant mais comment c'est possible d'acheter ou de vendre un livre, de retrouver un livre sur le marché secondaire à des prix exorbitants. Mais en fait, sur le marché anglophone, c'est presque une normalité. C'est-à-dire que pour certains Anglais, quand vous allez sur les sites enfin, même les groupes Facebook de revente, en fait, c'est vraiment traité, le livre est vraiment traité plus comme un objet de collection que comme un livre à lire. Et donc, du coup, les gens sont prêts à mettre, c'est pas étonnant de voir des livres partir à 200 livres le livre, Ouais, 150 $ le livre. ce que je comprends pas, c'est que Games Workshop ne gagne rien dans ce marché Et là où secondaire. ils gagnent, c'est-à-dire qu'ils veulent pas avoir en fait des stocks qui ne s'épuisent pas. Ils préfèrent avoir peu de stocks qui s'épuisent très rapidement plutôt qu'à en avoir sur les bras. C'est exactement en fait la même chose, c'est presque la même chose, pas exactement, mais c'est presque la même chose de toute façon avec les figurines, parce que même les Ouais, figurines, exactement. euh, on, on voit que c'est souvent quand on va sur le site Warhammer et qu'on veut se commander, je sais pas, une escouade de Space Marine ou je sais pas, quelque chose Forge World pour les résidus russes, c'est souvent out of production en fait. Mm. Et ils cherchent pas à avoir des stocks pleins la plupart du temps et ils sont très contents. En fait, c'est vraiment on s'en débarrasse au plus vite et comme ça après ça nous permet de passer à d'autres livres, à d'autres figurines, etc. Et puis ceux qui l'ont pas acheté dans les temps, c'est un peu tant pis pour eux, il fallait être là. Et puis sinon, bon courage pour trouver ça sur le Bon Coin ou Vinted. Ouais. Et, ouais. Mais j'en ai parlé, j'ai essayé, alors j'ai commencé à communiquer avec enfin à communiquer, c'est un grand mot, mais à envoyer des mails à la Black Library pour comprendre pourquoi c'est ça en 2017. Et c'est vrai que bon, déjà, ils répondent pas vraiment sur le sujet, ils évitent plutôt la question. Mais on sent vraiment que pour eux, c'est vraiment pas un problème. C'est-à-dire que on est là pour écouler, on a écoulé notre stock de livres, parfait. On n'en Alors, demande pas plus. je vais prendre un exemple. Moi, je vais commencer, comme je le disais en introduction, je vais peut-être commencer à lire La Légion de Oui, l'Empereur, qui est le tome 1 des Gardiens du Trône. Trône, oui. Si je veux trouver le tome 2, je fais comment alors? Je vais uniquement Et ouais, malheureusement, sur le marché secondaire, quoi. J'ai plus d'autre choix, quoi. ouais, exactement. Et en plus, en France, on est un peu plus mal lotis que les Anglais à ce niveau-là. C'est que les Anglais, en fait, ont toujours une réédition. Globalement, ils ont des rééditions assez régulières des romans Ouais. qui n'apparaissent pas sur le site, mais les librairies en Angleterre ont souvent des livres qui reviennent. Par exemple, quand tu parles de ce livre-là, mais il y a un autre livre aussi qui est très recherché dans la communauté française, c'est Belisarius Cole, Le Grand Œuvre, qui était sorti maintenant il y a quelques années. Euh, et ce livre-là, il est souvent réédité en Angleterre. Enfin, je sais que je l'ai vu passer en 2023, une édition 2023. Donc voilà, et ça, nous, en France, on l'a pas. C'est-à-dire que on va dire ce que j'appelle des rééditions discrètes, comme ça, qui vont repop à la Fnac, des choses comme ça. Mm. Nous, on n'a pas droit à ça, ce qui est très dommage, parce que ça permettrait d'avoir un peu moins de tension sur le marché de l'occasion et de ne pas avoir des prix aussi exorbitants. Et aussi, le deuxième truc qui est un peu dommage, c'est qu'on a beaucoup de livres. En anglais, c'est ce qu'ils font, c'est que tous les 3 ans, en fait, quand c'est une série, donc une trilogie, par exemple, trilogie Night Lords, trilogie Fabulous Bile, des choses comme ça, il y a à peu près tous les 3 ans, il y a une réédition en omnibus. Des romans qui sont parus précédemment. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas ou très rarement en France. Là, on va l'avoir, par exemple, un exemple qui me vient en tête, c'est les romans Space Wolves de Chris Wright, qui initialement étaient des romans. Pareil, ça a commencé par un roman one-shot. Je ne sais plus son nom, je crois que c'est L'Appel de la Tempête, ou peut-être que L'Appel de la Tempête, c'est le deuxième. Et après, ça a fait une trilogie de 3 livres. Et là, c'est des livres qui sont sortis maintenant il y a quelques années, parce que La Porte de l'Hiver, qui est le 3e roman, c'était 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on va enfin avoir un omnibus qui sort, je crois, au mois de juin, ou au mois de juillet peut-être, qui regroupe les 3 romans. Mais c'est quelque chose qui arrive en France, des omnibus de réédition, c'est rare, trop rare. Et donc forcément, les prix augmentent drastiquement. Et Aussi Ah oui, excuse-moi, vas-y. est-ce qu'on a le phénomène de scalpers? Donc les scalpers, c'est les spéculateurs en français, hein.
Ouais. C'est des gens qui achètent en volume et puis qui revendent sur le marché secondaire uniquement pour faire du profit. Est-ce que ça existe? Comme on le voit sur les Pokémon, là j'ai encore vu une vidéo ce mini de gens qui se lèvent à 5h du matin pour aller faire la queue à Auchan et dévaliser le rayon Pokémon, et ils rentrent chez eux et ils revendent ça sur Vinted 4 fois le prix, quoi. Et le triple, ouais, bien sûr. Non, bah effectivement, Est-ce qu'on en est arrivé là avec les romans complètement. Ouais. Complètement. Malheureusement, avec le roman, il y a vraiment un vrai problème de scalper, Ah ouais. tant du côté outre-Manche qu'ici. Alors, je pense qu'en France, peut-être que les scalpers je me trompe peut-être, mais pour moi, ils sont peut-être pas aussi, comment on pourrait dire ça, dynamiques ou rapides que les scalpers anglais. C'est-à-dire que dans ma tête, les scalpers qu'on a en France, c'est plutôt des gens qui ont eu une collection Warhammer, qui ont eu un livre Warhammer qui leur a été offert et qui veulent le revendre. Et donc, par curiosité, ils vont aller chercher les prix sur le net. Ouais. Et puis, ils voient que ce sont des prix exorbitants. Donc, ils se disent, bon, La bah, mine d'or. mon livre que j'ai... Oui, exactement. Moi, mon livre que j'ai, il vaut 100 balles. Ouais. J'y connais rien. Je le mets à 100 balles et puis basta. Alors qu'en Angleterre, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de vrais scalpers. C'est-à-dire que les mecs se connectent à la minute précise pour passer une commande de 10 livres, etc. Et après, ils se retrouvent à les revendre. Alors, c'est quelque chose qui, malheureusement, est en train de se développer un petit peu en France, de plus en plus. Je l'ai vu récemment avec un livre qui devait sortir, et c'était sur Le Bon Coin. Le livre n'était même pas encore sorti, que le mec Il avait fait son annonce. proposait déjà... Oui, il avait fait son annonce avec un prix exorbitant. Je crois qu'on parlait, je sais plus de mémoire, je crois que c'était 300 € le truc. 1 euro la Et il page. proposait déjà... Non mais oui, bah exactement, non mais c'est délirant. Ouais. Et il proposait déjà son annonce. Donc je pense que c'est quelque chose malheureusement qui va de plus en plus s'amplifier. Parce que pareil, la Game Workshop, soi-disant, oui, on apporte des solutions quand vous vous connectez à notre site internet, vous passez commande, vous pouvez pas acheter plus de temps de trucs, etc. C'est un peu du pipeau malheureusement. Même s'ils essayent de faire des efforts, rien ne change concrètement. Et moi j'ai une maladie, hein. J'ai plein d'amis qui ont des liseuses qui lisent en Kindle, etc. Ouais, Sur... ouais, bah Moi, il me oui. faut le bouquin, je sais pas, je suis réac peut-être, vous allez me trouver réac, je suis l'ancienne génération. Non, mais Moi je comprends très bien. j'aime l'objet bouquin, quoi. Il me le faut, quoi. Il me le Je faut dans comprends ma très bien, bibliothèque, ouais. il me le faut dans les mains. À la limite, si j'aime pas, bah, je le revends après, effectivement, mais je vais pas faire de... Enfin voilà, c'est du délire de... Le prix plancher, ouais, c'est 20 euros, 30 euros le format poche, quoi. Alors qu'un autre livre de science-fiction, tu vas le vendre 2 euros pour brader, quoi. Ouais, Ouais, c'est ah ouais, fou, non, hein. mais C'est complètement. totalement fou. Tu voulais aussi parler aussi peut-être du manque de traduction. Tu Oui, parlais beaucoup aussi, oui, parce que c'est... des auteurs en anglais. Et voilà un Oui, petit peu parce que j'ai eu la chance un peu de discuter avec les différents écrivains Ouais. en échange par mail ou sur les forums, parce que j'ai été présent sur d'anciens forums qui sont toujours actifs, où les auteurs étaient présents, et c'est comme ça qu'en message privé, j'ai commencé un peu à discuter avec eux, mais ça remonte maintenant à presque 10 ans. Mais oui, il y a un truc que je trouve très dommage, parce on a certes le problème des scalpers, mais pour moi, on a aussi un autre problème en France, pour les parutions françaises, c'est que les Français ne se rendent pas forcément compte, je dirais, mais on a un petit nombre de traductions par rapport aux livres euh, qui sont sortis en anglais. C'est-à-dire que la Black Library va sortir énormément de livres qui sont tous, je trouve, qui pourraient tous être très intéressants et qui pourraient plaire à une multitude de personnes et donc faire des ventes. Malheureusement, ces livres-là ne sont pas tous traduits en français. Ouais. Et pour en avoir discuté avec un écrivain, en fait, ce qu'il m'a expliqué, alors c'est là où quelqu'un aura peut-être une autre information et dire l'inverse, mais d'après ce que j'ai compris, par définition, c'est 50%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 50% des futures sorties Black Library anglaises qui vont être traduites automatiquement en français. Donc, par exemple, exemple tout bête, là, on vient d'avoir un roman sur Fulgrim de Jude Reid qui vient de paraître. Ça, c'est ce que j'appelle un roman automatique, c'est-à-dire qu'il est sorti en même temps, presque à quelques semaines près, en Angleterre et en France. Il a tout de suite été traduit. Et après, on a les autres 50% qui sont là où la maison d'édition Black Library va attendre de voir comment le livre se vend en Angleterre, principalement, ou du moins en langue anglaise. Si le livre va apporter pas mal de ventes,
Si c'est le cas, il va avoir plusieurs mois après une traduction française. Si ce n'est pas le cas, si peu de personnes l'ont acheté, bah, c'est là où c'est un peu triste. On va jamais avoir de traduction en français. Et bon, alors moi personnellement, ça me dérange pas parce que j'arrive à lire en anglais. Et j'ai une grande partie de ma bibliothèque qui justement ce sont des livres anglais qu'on ne trouve pas en français. Mais ce qui est toujours, qui me brise un peu toujours le cœur, c'est quand j'ai des cousins ou des petits-neveux qui me disent ah, mais j'aimerais bien lire ce livre, etc. Lire la Parce que je suite. parle assez souvent à mon entourage. Ouais, voilà, exactement, on Ouais. aime lire la suite. Bah, je leur dis, bah oui, j'ai le truc, mais c'est en anglais, mais je comprends pas l'anglais, etc. Ils ont pas nécessairement un bon niveau en anglais. Et ça, c'est toujours un peu gênant, quoi. Et je trouve que c'est très, très dommage parce que je sais que financièrement, la Black Library a les moyens de faire paraître le même nombre de livres en anglais et en français. C'est juste qu'ils estiment que que ça va être une perte d'argent et je peux les comprendre là-dessus, mais on passe à côté, je pense, de petites pépites euh, qui seraient bonnes de découvrir en français. Après, maintenant, qui sait peut-être qu'avec les IA, les gens peuvent acheter un livre en anglais, demander à ChatGPT de le traduire, et voilà, même si c'est Bon illégal. courage. Oui, ouais, bon courage. Mais voilà, donc oui, non, c'est un peu le problème. Je trouve que la Black Library vendrait plus s'ils traduisaient un plus grand nombre de leurs romans en français. Et encore, je me plains, mais on n'est pas les plus maltraités parce que officiellement la Black Library traduit en français et en allemand. Ouais. Mais pour ce qui est de l'espagnol ou de l'italien, par exemple, je sais qu'en Italie, ce n'est pas la Black Library, c'est Panini, donc Panini Comics, Ah, d'accord. Ouais. ouais, qui traduit. Ils viennent de s'y mettre. Alors, quand ils viennent de s'y mettre, je crois qu'ils sont mis en 2023 ou 2024. Mais avant, il n'y avait pas de chaîne officielle pour traduire les productions de la Black Library en italien. Et Panini a décidé de prendre ou de reprendre le marché. Donc ils ont commencé à s'y mettre. Voilà. Et puis en espagnol aussi, je ne sais plus quelle est la maison d'édition, mais les Espagnols, ils n'ont pas beaucoup de lectures, Warhammer 40 000 en espagnol. Donc on est quand même mieux lotis, je pense, qu'entre les Allemands et nous aussi. Pareil, je pense qu'on a un peu plus de sorties françaises qu'allemandes. Après, je sais que les Allemands, ils ont aussi ils ont quelques livres qui sont uniques ils ont quelques omnibus qui sont uniques à leur langue qu'on n'a pas eu en français, ce qui est un peu dommage. Parce que ça, effectivement, en fait, ce qu'on demande avec ces rééditions ou ces traductions, c'est que le résultat final, c'est à réduire le nombre de scalpers et le prix des livres sur le marché de l'occasion. En fait. C'est Ouais. ça le problème. Et parce que de façon générale, même si aujourd'hui on a effectivement, comme tu en parlais, la solution de la liseuse, bah en fait, c'est quand même différent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui conseillent, non mais c'est sûr que tu n'auras plus de problème de scalping si tu passes sur une liseuse, mais je trouve que l'expérience de lecture et le fait d'être vraiment immergé dans le livre, c'est complètement différent. Alors pour ceux qui aimeraient aussi, on oublie de le dire, il y a eu aussi une vocalisation, je sais pas comment on dit, une mise en voix en lecture, donc de l'hérésie d'Horus, je crois, les 3 premiers peut-être. Oui, Donc c'est plus sur. même, je crois que c'est Ouais, ils en encore. sont un peu plus maintenant. C'est sur Audible, je pense, si je me trompe pas. Je sais que c'est disponible sur Audible, Ouais. mais c'est aussi disponible sur Deezer, sur Spotify. Ah bah ouais. Ok. Voilà, parce que c'est simple, des vieux livres de l'hérésie d'Horus que j'avais déjà lu une première fois. Maintenant, je les réécoute avec mes écouteurs. Euh, voilà, donc effectivement, maintenant, je sais plus. Alors, la dernière fois que je l'ai écouté, c'était l'année dernière, et on en était à Mechanicum, je crois. Donc, c'est le tome 9, si je dis pas de bêtises, de l'hérésie d'Horus. Peut-être que je me trompe au niveau du tome, mais je pense qu'on doit être au. On doit être. Non, c'est pas le tome 9 que je raconte. Excuse-moi, je vais vérifier. Bon, en tout cas, j'avais eu un Ok. retour positif sur la personne qui Ouais, lit. C'est vraiment pas mal le ton qu'il ouais, emploie. ouais, ouais, le temps qu'il emploie, Ouais. on est assez pris. Ouais, c'est cool ça. On est assez pris. C'est plutôt pas mal. Et donc, je pense que en fait, l'objectif je sais pas qui chapeaute ça d'ailleurs, si c'est Audible ou si ça vient de la Black Library. Hmm. Euh, mais en tout cas, pour ceux qui aiment bien écouter des livres, c'est une très très bonne solution. Et je pense qu'ils feront les 54 livres. Alors évidemment, ça prend beaucoup de temps. Ouais. Euh, Parce que passer par un livre par audio, avoir le bon ton, en espérant que c'est fait en une seule prise, qui est rarement le cas, etc. C'est du Ouais, boulot. je crois que c'est un livre, je dirais un livre audio par an, si ce n'est moins. Hmm. Ouais, ça met son temps, quoi.
Ok. Bon bah sur le débat des scalpers, on pourrait y passer des heures effectivement. Puis Ouais, ouais, il y a est-ce qu'il y a une tellement de solution à choses ça à dire. C'est difficile à dire, hein. Et puis bah, j'ai essayé de voir en discutant avec les écrivains, de savoir si eux, ils avaient un quelconque pouvoir là-dessus, Ouais. en essayant de tirer un peu la sonnette d'alarme, et pas nécessairement pour nous en tant que Français, pour nos livres en France, mais juste de façon générale, même pour la communauté anglophone. Et en fait, j'ai eu le même retour de tout le monde, c'est-à-dire de Guy Hallé, de James Swallow. Ils disaient ah, on ne peut rien faire, c'est-à-dire qu'on n'a aucun pouvoir là-dessus. On ne décide pas de quand le livre sort. Et même si effectivement on a toujours des retours de fans qui nous disent ah bah, on aimerait bien lire tel livre, mais on ne veut pas parce qu'il y a un prix exorbitant et je préfère le papier, bah, malheureusement, les retours que j'ai, c'est qu'eux-mêmes sont désemparés. Et c'est vrai que je pense qu'ils sont foncièrement tristes de cette situation, mais ils se savent un peu condamnés là-dessus. Ok. Bah, pour terminer la vidéo, peut-être quelques recommandations. Moi, je m'étais arrêté sur le Reclusiam. Je ne sais pas si tu le recommandes. C'est un site. Alors, oui, je connais pas du tout malheureusement ce site-là. Alors, c'est un site. Je crois qu'il est assez Ça connu. peut être un bon point d'entrée, mais ils sont surtout axés sur les résidus russes. Même s'il y a d'autres Oui, sagas qui sont critiquées, en fait, chroniquées, c'est des chroniques carrément. Ça vous permet d'avoir un petit résumé de chaque livre. Bon, il donne une note sur 5 et puis une chronique carrément du lecteur qui l'a faite. Il y a une interview de Dan Abnett, je crois aussi, qui a été traduite en français sur le site, c'est intéressant. Donc le Reclusiam, et ils ont aussi une application sur Android, je crois, où vous retrouvez les articles. Et puis moi je m'étais réinscrit aussi au Lexicanum si vous avez des difficultés avec l'univers Warhammer 40 000 et puis le latin. Vous pouvez vous référer sur c'est un site type Wikipédia en fait, sur lequel il y a une version française en plus. Vous pouvez ouais, retrouver des index avec les terminologies, c'est un petit dictionnaire encyclopédique. Donc voilà, moi j'avais ces deux sites-là en tête, plus bah, bien sûr le groupe de la Black Library France où on peut ouais. discuter tous ensemble. Je sais pas si tu avais d'autres recommandations. Si, alors, bon, pour revenir pour le Lexicanum, juste parfois faire un petit peu attention parce que même si enfin, ça reste édité par des fans, Ouais, c'est ça. et je trouve qu'en fait, bon, la meilleure solution, c'est évidemment de lire le livre ou le codex. Ça reste la meilleure chose parce que quand même, quand on commence à connaître un petit peu, on se rend compte que même le Lexicanum, qui est pourtant un niveau au-dessus en termes de qualité par rapport à la page, comment on appelle ça, Wikipédia, mais il y a une page Wikipédia aussi, Warhammer 40 000, mais Il y a c'est le pas du vraiment du... fandom aussi. Ouais, ouais, Oui. c'est ça, ouais, ouais, c'est ça. Ça, tout le monde y va dans tous les sens là-dessus, donc Mm. c'est pas très exact, c'est pas très précis. Mais donc Lexicanum, c'est effectivement une bonne source, même s'il faut prendre parfois ça avec une petite pincée de sel et lire les livres. Et puis sinon aussi, ce que je recommande, moi j'ai deux forums sur lesquels j'ai été un peu présent. Euh, c'est en français, donc il y a le Black Librarium, Mm. qui ont fait justement la charte de lecture de l'hérésie d'Horus. Ah d'accord, ok. Ouais. Et Black Librarium, donc et là, bon alors je sais pas si ça fait longtemps que je suis pas retourné, mais je sais pas si c'est aussi actif. Mais il y a quelques années, c'était très actif et on avait beaucoup de retours sur les livres. Et Mm. c'est une communauté vraiment très ouverte en français. Donc c'est très intéressant. On a les nouvelles sorties qui sont annoncées aussi là-bas. Si vous voulez savoir quels sont les livres qui vont sortir dans les prochains mois, et choses comme ça. Et puis aussi l'autre forum que j'aime beaucoup, qui est le Warhammer Forum, donc tout simplement warhammer-forum.com, qui est un forum pour Warhammer, pas juste les livres. Mais dans ce forum-là, il y a toute une section récits de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, ça s'appelle récits, poésie et dessin, un truc comme ça. Et dans cette section-là, il y a une section Black Library, et là, on a surtout des retours très très complets sur les livres. Vous avez des super critiques. Les critiques là-dessus sont de super bonne qualité. Vraiment, je recommande. Et puis, ce sont des fans, donc c'est-à-dire qu'ils connaissent aussi presque tous les livres. Et donc, vous allez vous dire, bah, peut-être, je ne sais pas quoi lire aujourd'hui en tant que livre Warhammer. Là, je vais aller sur Warhammer Forum. Je découvre qu'il y a cette petite nouvelle de quelques pages. Il en a fait une critique. La critique est très sympa, ça me donne envie de la lire. J'y vais. Voilà, je recommande très, très chaudement Bon, ces deux endroits. je remettrai comme d'habitude en description de la vidéo tous les sites qu'on vient de citer justement.
J'ai une petite news de dernière minute pour ceux qui aiment le jeu de rôle sur la chaîne, bien sûr. Il y a Cubicle 7, donc qui est un éditeur anglais si je ne me trompe pas. Ils ont les droits de tout ce qui est RPG en fait chez Games Workshop en fait. Et ils viennent d'annoncer la sortie du jeu de rôle The Horus Heresy, donc c'est en financement participatif, ça va être lancé. Et donc on aura le droit à cette version-là. Est-ce que je me laisserai tenter? Je ne sais pas, on verra bien. J'en reparlerai dans l'émission en tout cas. Donc voilà, je te laisse le mot de la fin. Jérôme, merci 1000 fois. Et puis encore enchanté d'avoir fait ta connaissance durant moi aussi, cette vidéo. t'inquiète pas. C'est toujours un plaisir. Ouais, on a des idées de parler des livres. On a des idées peut-être pour faire d'autres vidéos effectivement sur l'univers français des romans. On verra bien. On donnera peut-être un épisode 2 à cette vidéo. Et je te remercie encore 1000 fois. Merci aux gens de la Black Library France de nous avoir fait confiance et de t'avoir désigné comme porte-drapeau du groupe. Et puis voilà, je te laisse le mot de la fin si tu veux. Merci à toi de m'avoir accueilli et d'avoir proposé cette idée. Ouais. C'est vrai que c'est quand même une très bonne idée. Moi, j'avais même l'idée de faire un jour un podcast sur les livres de la Black Library, faire des retours comme ça. Donc c'était l'occasion rêvée d'en parler un petit peu. Et puis merci effectivement aux membres du groupe Facebook de m'avoir désigné. C'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir Ouais, non, mais c'est vraiment une passion. J'adore ces livres. J'en bouffe tous les jours. Enfin, rien que l'année dernière, je comparais mes statistiques entre guillemets de livres. J'étais à 45 livres Black Library lus sur une année. Wow. Oui, ce qui est quand même pas mal. Est-ce que tu dors des fois? T'arrives à dormir? On supprime quelques heures de sommeil pour de la lecture. Mais voilà, donc avec grand plaisir, si jamais il y a une deuxième vidéo. Voilà, en tout cas, merci du fond du cœur de m'avoir invité, d'avoir proposé cette idée et d'avoir pu échanger avec toi. Merci beaucoup, vous pouvez reprendre une activité normale et puis n'oubliez pas l'émission Ludopod, ça suit son cours sur la chaîne. Comme d'habitude, abonnez-vous et puis Jérôme, merci et à la prochaine fois. À très vite.